Le 26 septembre 1939, la France poursuit sa politique de « drôle de guerre », marquée par une absence de combats actifs sur le front occidental, mais une intensification des préparatifs militaires et des ajustements économiques en vue d'une guerre longue. Alors que la Pologne est pratiquement effacée de la carte par l'Allemagne et l'Union soviétique, la France et ses alliés britanniques restent sur la défensive, tout en essayant de gérer les incertitudes stratégiques et diplomatiques qui se multiplient. Contexte militaire, la stratégie défensive et les doutes grandissants. Le 26 septembre, les forces françaises restent fermement retranchées le long de la ligne Maginot. Le général Maurice Gamelin, commandant en chef des forces françaises, continue de croire que l'attente est la meilleure stratégie, espérant qu'une attaque prématurée contre l'Allemagne pourrait exposer la France à des pertes inacceptables. La posture défensive, solidement ancrée, est soutenue par la conviction que la guerre d'usure favorisera les Alliés, qui disposent d'une supériorité économique et coloniale sur le long terme. Cependant, les événements en Pologne et la vitesse à laquelle la Wehrmacht a écrasé la résistance polonaise inquiètent de plus en plus l'état-major français. La crainte que l'Allemagne applique la même stratégie de guerre éclair à l'Ouest pousse certains généraux à envisager des révisions de la doctrine militaire française. Bien que Gamelin reste fermement opposé à une offensive prématurée, il est de plus en plus difficile d'ignorer les voix qui plaident pour des actions plus proactives. Des suggestions émergent pour mener des raids limités ou des reconnaissances approfondies en territoire allemand afin de tester les capacités de défense de la Wehrmacht, mais ces idées ne se concrétisent pas encore en action. Les forces françaises continuent de mener des exercices et des manœuvres pour rester prêtes au combat. Le moral des troupes, bien que stable, commence à souffrir de l'inaction prolongée. L'attente sans fin et l'incertitude quant à la suite du conflit pèsent sur les soldats, qui s'interrogent sur la durée de cette guerre d'usure. Des efforts sont faits pour maintenir la discipline et la préparation mentale des hommes, mais la guerre reste perçue comme une épreuve longue et incertaine. La capitulation de Varsovie, la fin de la Pologne et un avertissement pour la France. Le 26 septembre, Varsovie, la capitale polonaise, est sur le point de capituler après plusieurs semaines de siège intense par les forces allemandes. La chute imminente de la ville marque la fin symbolique de la Pologne en tant que force combattante dans la guerre. Les derniers bastions de résistance sont écrasés sous les bombardements allemands, et des milliers de civils fuient la ville dans des conditions épouvantables. L'effondrement rapide de la Pologne, envahie simultanément par l'Allemagne à l'ouest et l'Union soviétique à l'est, résonne comme un avertissement pour la France et le Royaume-Uni. Le Figaro titre « La chute de Varsovie, la Pologne anéantie », avec un éditorial soulignant la rapidité avec laquelle l'Allemagne a écrasé la Pologne, et avertissant que la France pourrait être la prochaine cible de cette guerre éclair dévastatrice. Le journal appelle à une réévaluation urgente de la stratégie française pour éviter un sort similaire. Le Matin met en avant les conséquences géopolitiques de la défaite polonaise, soulignant que la carte de l'Europe est en train de se redessiner sous l'influence de deux régimes totalitaires. L'article explique que l'alliance entre Hitler et Staline, bien que fondée sur des intérêts tactiques à court terme, pourrait constituer une menace durable pour la stabilité de l'Europe. De son côté, l'humanité continue de défendre la position soviétique, présentant l'invasion de l'Est de la Pologne comme une opération de « libération » des territoires slaves de l'influence nazie. Cependant, cette ligne éditoriale est de plus en plus critiquée, même au sein des milieux communistes français, où certains intellectuels dénoncent une trahison des idéaux antifascistes au profit d'un pragmatisme brutal. Vie quotidienne en France, première mesure de rationnement et organisation de l'économie de guerre. Le 26 septembre est marqué par une montée des mesures de rationnement et de gestion des ressources en France. Alors que la guerre s'intensifie en Europe de l'Est et que les perspectives de paix semblent s'éloigner, le gouvernement Daladier met en place des systèmes de rationnement plus stricts pour garantir une répartition équitable des ressources. Le carburant, le sucre, le café et d'autres denrées commencent à être rationnés dans certaines régions, et les autorités locales travaillent à établir des registres pour suivre la distribution des biens essentiels. Les tensions liées à l'approvisionnement se font de plus en plus sentir dans les grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille, où les citoyens doivent faire face à des files d'attente dans les magasins et à une hausse des prix. Bien que le rationnement ne soit pas encore généralisé, la population commence à s'habituer à la nécessité de limiter sa consommation et de faire des réserves pour l'avenir. Dans les campagnes, les défis sont tout aussi importants. Le manque de main-d'œuvre agricole, causé par la mobilisation des jeunes hommes, met à mal la production alimentaire. Les autorités locales et les coopératives agricoles organisent des initiatives pour mobiliser les femmes et les travailleurs non qualifiés, mais les récoltes restent insuffisantes dans certaines régions. La Croix publie des articles sur l'importance de la résilience nationale et de la solidarité en temps de guerre.
Le journal catholique insiste sur la nécessité de maintenir le moral des civils, en particulier face aux restrictions croissantes. Des messages de soutien aux familles des soldats mobilisés, ainsi que des conseils pratiques sur la gestion des pénuries, sont diffusés régulièrement dans les journaux et à la radio. Répercussions internationales, une diplomatie en quête de réponse. Le 26 septembre, la diplomatie française continue de se réorganiser face aux bouleversements géopolitiques causés par l'alliance germano-soviétique et la défaite de la Pologne. Les diplomates français, en étroite collaboration avec leurs homologues britanniques, s'efforcent de consolider les alliances avec les autres puissances européennes tout en explorant des options diplomatiques pour contenir l'expansion allemande. Les discussions avec les États-Unis sont également un point central de la stratégie diplomatique française. Bien que les États-Unis maintiennent officiellement leur neutralité, le président Franklin D. Roosevelt exprime de plus en plus clairement son soutien moral aux Alliés. Le programme Cash and Carry, qui permet aux nations alliées d'acheter des armes et des fournitures américaines, devient un élément essentiel de la stratégie française pour renforcer son armement et se préparer à une guerre prolongée. En Italie, Mussolini continue de maintenir une position ambiguë, renforçant ses liens avec l'Allemagne tout en évitant de s'engager directement dans le conflit. Les diplomates français à Rome tentent de garder les canaux de communication ouverts, mais la méfiance grandit à l'égard des intentions de Mussolini. L'idée que l'Italie pourrait rejoindre l'Axe aux côtés de l'Allemagne devient une préoccupation majeure pour les stratèges militaires français, en particulier en Méditerranée. Débat politique en France, réorganisation et pression croissante. Le 26 septembre, les débats politiques au sein du gouvernement Daladier prennent une tournure plus urgente. L'effondrement de la Pologne et la capitulation imminente de Varsovie ont intensifié les critiques contre la stratégie d'attente de Gamelin. Certains députés et membres du gouvernement appellent à une mobilisation accrue des ressources et à une révision de la stratégie militaire française. Les partisans d'une approche plus offensive plaident pour une accélération de la production d'armement et une préparation à une guerre totale. Ils estiment que la France ne peut pas se permettre de rester passive et de répéter les erreurs commises en Pologne, où l'inaction alliée a conduit à une défaite rapide. D'autres membres du gouvernement, plus prudents, continuent de défendre la posture défensive, estimant que la ligne Maginot offre une protection suffisante tant que l'Allemagne n'attaque pas directement. Daladier, cherchant à maintenir l'unité au sein de son gouvernement, reconnaît la nécessité d'ajuster la stratégie économique et militaire du pays pour faire face à une guerre qui s'annonce longue. Il ordonne une augmentation de la production d'armement et des efforts supplémentaires pour soutenir l'économie de guerre, tout en évitant pour l'instant une rupture complète avec la stratégie défensive de Gamelin. Conclusion. Le 26 septembre 1939 est une journée de réalignement stratégique pour la France, marquée par des ajustements dans la gestion des ressources, des tensions politiques croissantes et des incertitudes diplomatiques. Alors que la Pologne s'effondre et que l'Allemagne et l'Union soviétique consolident leurs gains, la France doit faire face à des décisions cruciales sur la manière de poursuivre le conflit. Les débats internes sur la stratégie militaire, la gestion de l'économie de guerre et la diplomatie internationale définiront la capacité de la France à résister à une menace qui ne cesse de croître.